Bonsoir, merci d'avoir rejoint ce e-club Jury Actu proposé par LexisNexis. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Claire Hédon, défenseur des droits, pour évoquer le sujet des algorithmes et de la garantie des droits et libertés fondamentaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous pourrez tout au long du webinaire poser vos questions à l'aide d'un menu déroulant situé à droite de votre écran. Alors, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, l'usage des outils numériques connaît une accélération sans précédent. Ces outils reposent sur des algorithmes sans que l'on en soit toujours conscient ou informé. De nombreux gestes de notre vie quotidienne sont devenus indissociables de systèmes algorithmiques entièrement automatisés dans des domaines variés, tels que la finance, la fiscalité ou encore le recrutement. Le 31 mai dernier, le défenseur des droits et la CNIL ont appelé à une mobilisation collective au sujet des algorithmes afin de prévenir l'automatisation des discriminations et formuler un certain nombre de recommandations. Certains systèmes algorithmiques feraient peser des risques sur les droits et libertés fondamentaux. Comment se prémunir contre les biais et discriminations? Comment mieux détecter ces discriminations? Quel recours pour les victimes alors qu'il existe en France très peu de contentieux? Et enfin, quelle évolution du cadre légal? Claire Hédon est notre invitée pour aborder ce sujet longtemps resté un angle mort du débat public selon vos mots. Alors avant de commencer et entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous s'il vous plaît nous rappeler les missions du défenseur des droits? Effectivement, l'institution du défenseur des droits a 5 missions inscrites dans notre Constitution. La protection d'abord des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, vous l'avez cité, le respect de la déontologie des forces de sécurité, la protection des lanceurs d'alerte, qui est une nouvelle compétence qui nous a été donnée par la loi relativement récemment, et tout ce qui est des liens avec les services publics, c'est-à-dire toutes les difficultés que peuvent avoir les personnes pour faire valoir leurs droits devant les services publics, que ce soit les droits à la retraite, des aides au logement, le RSA, les allocations familiales, un certain nombre de choses comme ça. Et par la médiation, on arrive à résoudre les problèmes des personnes. C'est une grosse partie de notre activité, puisqu'on a à peu près 100 000 réclamations par an. Très bien, merci. Si, je voulais vous dire un mot de la plateforme, parce que, excusez-moi, oui, vient d'être lancée. On a lancé vendredi une plateforme antidiscrimination au pluriel.fr, donc ça fait partie de nos 5 missions. Le président de la République a souhaité renforcer cette question de lutte contre les discriminations, donc on a lancé cette plateforme qui est à la fois un site internet, mais aussi un numéro d'appel, le 3928, et l'idée, au bout du fil ou au bout du chat, des juristes qui répondent aux questions qui peuvent être d'abord de l'orientation. Est-ce que c'est vraiment de la discrimination ou est-ce que c'est des propos haineux ou est-ce que c'est de la violence et auquel cas on renvoie vers d'autres institutions de l'État ou vers des associations? Est-ce qu'on peut commencer à qualifier ça de discrimination? Et alors là, ce sont nos juristes qui vont traiter. L'idée, c'est d'être le plus pratique, le plus abordable. C'est compliqué, hein. Je vais revenir sur les notions de discrimination. C'est pas quelque chose de simple dans le grand public. Il y a une confusion et il fallait un premier niveau d'écoute rapide. Et après, notre volonté, c'est par la médiation d'aboutir à résoudre les problèmes des personnes. Parce que quand un jeune est en difficulté d'accès au logement, ce qu'il veut, c'est qu'on résolve son problème rapidement parce qu'il est tout le temps refusé dans l'agence immobilière. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, de temps en temps, les choses seront un peu plus longues. Il s'agira d'aller prouver la discrimination, d'aller faire des observations devant les tribunaux. Donc, voilà, on sera sur les 2 faces de la lutte contre les discriminations. Très bien. Alors, venons-en aux algorithmes. Comment le défenseur des droits s'est-il saisi de ce sujet? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se réfère quand même à des travaux antérieurs du défenseur des droits. Ce n'est pas nouveau qu'on s'y intéresse. Il y a d'abord eu en 2015 un guide qui était recruté avec des outils numériques sans discriminer. Il y a eu un rapport en 2017 sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Là aussi, il a été question justement des algorithmes. Un rapport de 2019 sur la dématérialisation des services publics. Des positions ont aussi été émises par notre institution, parce que ça fait partie de notre travail, dans le cadre de plusieurs avis au Parlement, sur le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice, et puis en 2019 sur le projet de loi bioéthique. Par ailleurs, certaines de nos décisions abordaient déjà ces questions, sur par exemple le refus de prêt fondé sur l'âge des requérants et sur j'y reviendrai, plusieurs décisions relatives au fonctionnement de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup, et j'y reviendrai un peu plus dans les détails. Alors, c'est à travers ces décisions et face quand même à la place prépondérante des algorithmes dans notre société qu'on a souhaité engager une réflexion plus large. Donc, celle-ci s'est ouverte par un séminaire qu'on a organisé conjointement avec la CNIL au mois de mai 2020.
Vous en avez d'ailleurs parlé. Elle associe des chercheurs, des scientifiques, et elle a associé des chercheurs, des scientifiques et des représentants de la société civile. Et les évolutions technologiques permises par l'intelligence artificielle constituent des sources de progrès, on n'en a pas de doute, mais pour autant, on ne peut pas ignorer les situations discriminatoires qui peuvent résulter de l'utilisation de ces technologies. Et en fait, pour moi, cette intelligence artificielle, elle ne fonctionnera réellement que si elle fonctionne pour toutes et tous, et on verra que pour toutes, c'est un vrai challenge. Alors, cette intelligence artificielle reproduirait et même amplifierait certaines situations discriminatoires, mais vous l'avez dit en introduction, quelles sont ces discriminations résultant d'une décision automatique? Alors, vous le savez, hein, la discrimination, elle se définit comme un traitement défavorable avec deux conditions qui sont cumulatives. C'est d'abord être fondée sur un des critères définis par la loi. Vous savez qu'il y en a 25, ça va du handicap à l'âge, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'origine. Et la deuxième condition, c'est que ça doit relever d'une situation qui est visée par la loi, qui est le logement, l'emploi et l'accès aux services publics. Et en fait, c'est cette définition, elle est valable qu'elle soit ou non le fruit d'un dispositif algorithmique. Ça ne change pas. C'est valable dans les deux cas. En droit français, mais comme d'ailleurs en droit européen, on distingue la discrimination directe et indirecte. C'est assez intéressant de comprendre ce genre de choses. Une discrimination directe se produit lorsqu'une personne, de façon basique, est traitée de manière moins favorable qu'une autre en raison des critères que j'ai cités. Et la discrimination indirecte, elle se produit lorsqu'une disposition qui apparemment est neutre, mais qui entraîne de fait un désavantage pour une personne ou un groupe de personnes présentant les mêmes caractéristiques. Et qu'on soit ou non en présence d'algorithmes, le droit applicable reste le même. Le principe de la non-discrimination doit être respecté. Et il faut le rappeler, la non-discrimination, ce n'est pas une option, hein, ça renvoie à un cadre juridique qui prévoit une grille d'analyse, qui permet l'identification des inégalités de traitement, et afin de mettre en œuvre un droit qui est fondamental, qui est celui de ne pas être discriminé. Je vais vous donner un exemple. Si on prend une entreprise de technologie qui utiliserait un algorithme de recrutement, se basant uniquement en fait sur un échantillon de données historiques pour sélectionner les candidats au profil les plus proches de ceux qui auparavant ont exercé ce métier, par exemple d'ingénieur informaticien par le passé. Alors, on se dit que l'intention elle est louable, ça paraît pratique et bourré de bon sens, mais on voit bien qu'à partir du moment où il y a quasiment que des hommes qui, pendant un temps, ont été dans ce genre de poste, l'algorithme, il va aller proposer et il va sélectionner le genre d'emploi qu'à des hommes. Et l'algorithme, là, il pourrait du coup conclure que les femmes sont moins aptes à exercer le métier d'ingénieur informaticien sans pour autant que le critère du sexe ait lui-même été mobilisé finalement au départ. Et vous voyez bien comment dans ces cas-là, on parle de discrimination indirecte. Ce n'était pas une volonté de départ, mais ça aboutit à une discrimination. Et alors, plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer une situation dans laquelle le défenseur des droits s'est penché sur un dispositif algorithmique? Oui, c'est ça. Du coup, je vais vous reparler de Parcoursup. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était l'occasion de parler de Parcoursup. Alors, vous savez que c'est la plateforme qui organise l'accès aux services publics de l'enseignement supérieur en France. Et c'est pour ça qu'on s'est rapidement soucié du respect du principe d'égalité entre tous les usagers dans cet accès. Alors, la procédure Parcoursup, elle s'organise en 3 temps. D'abord, les établissements publient les attendus des filières. Après ça, les candidats se préinscrivent et formulent des vœux, parmi quand même 14 000 formations. Et après ça, les établissements proposent ou non l'inscription au regard de la cohérence entre le profil des candidats, les caractéristiques de la formation qu'ils ont sélectionnée. Et après, les candidats sont en fait classés par ordre de mérite. Et alors, on a été saisi de plusieurs réclamations par des élus, un collectif d'associations, des syndicats d'étudiants. Et ces réclamations, elles portaient d'abord sur l'absence de transparence de la procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur, et puis sur le caractère potentiellement discriminatoire de certains critères utilisés pour affecter les candidats dans les formations, et en particulier le recours au lycée d'origine des candidats. Alors, ces réclamations, elles ont donné lieu à une décision de notre part le 18 janvier 2019, dans laquelle on a demandé d'abord au ministre de l'Enseignement supérieur de prendre des mesures nécessaires afin de rendre publiques toutes les informations relatives au traitement, y compris algorithmiques, et à l'évaluation des dossiers des candidats par les commissions locales des établissements d'enseignement supérieur en amont du processus d'affectation. Et on a aussi alerté, sur le second point que j'évoque avec vous, c'est sur les dangers liés au recours aux critères du lycée d'origine. Départager les candidats en favorisant certains ou en défavorisant d'autres en fonction du lieu dans lequel leur établissement est situé peut être assimilé à une pratique discriminatoire si elle aboutit à exclure les candidats sur ce fondement. Alors, donc ça évoque la question des biais. Vous dites que les algorithmes sont conçus par des humains, mais tout biais
est induit volontairement ou non par le concepteur de l'algorithme. Que préconisez-vous au stade de la conception pour prévenir cette forme d'automatisation invisible des discriminations? Alors, l'un des problèmes majeurs de ces dispositifs algorithmiques, c'est que les données qu'ils intègrent manquent de représentativité et sont la traduction mathématique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de pratiques, de comportements passés, souvent discriminatoires, et des discriminations systémiques au sein de la société. Les biais discriminatoires des algorithmes s'appliquent de manière automatique et peuvent systématiser des discriminations, c'est-à-dire elles peuvent être au départ discriminantes et en plus augmenter cette discrimination. Dans le cadre de systèmes qu'on dit intelligents, le biais tend même à se renforcer au fil du temps, à davantage cibler et contrôler, de fait à stigmatiser les membres des groupes sociaux déjà défavorisés et dominés. Et bien souvent, le problème, c'est que ces effets discriminatoires ne sont mesurables par les chercheurs qu'à l'échelle des groupes et risquent en fait de rester invisibles pour les victimes elles-mêmes. Et c'est pourquoi c'est primordial pour les concepteurs de se concentrer sur la question des biais dès la conception des algorithmes qu'ils développent. En juin 2020, en partenariat avec la CNIL, le défenseur des droits recommandait de réaliser des études d'impact. Ce point est vraiment important pour anticiper les effets discriminatoires des algorithmes. Et cette pratique, elle existe déjà au Canada, où des audits qui incluent les enjeux discriminatoires sont obligatoires pour les institutions publiques, alors assez récemment, depuis le 1er avril 2020. Et on se dit qu'une telle obligation, elle pourrait être introduite en France sur le modèle de l'analyse d'impact relative à la protection des données, qui est déjà prévue d'ailleurs dans l'article 35 de la RGPD. Alors, cette analyse préalable obligatoire pour certains algorithmes doit contenir une évaluation des risques pour les droits et les libertés des personnes et constitue donc déjà un moyen d'anticiper de tels effets discriminatoires. Mais prévoir expressément l'évaluation de ces biais dans ces analyses d'impact et imposer un contrôle régulier des effets des algorithmes sur le modèle du contrôle des effets indésirables des médicaments, on pourrait prendre ça comme exemple, permettrait d'assurer le respect effectif du principe de non-discrimination. On voit bien que c'est donc à la fois au départ et en continu qu'il faut l'évaluer. Alors, un autre point au stade de la conception, c'est que les algorithmes seraient principalement conçus par des hommes, ce qui favoriserait les biais de genre. Comment encourager les femmes à prendre leur place dans ce monde numérique? Alors ça, c'est vrai. Le faible nombre de programmeurs et codeurs femmes, ça traduit notamment par des biais d'étiquetage et un manque de représentativité des données mobilisées. Alors qu'on dénombrait, je vous donner quelques chiffres, juste en moyenne 47% de filles en classe terminale S, et que ces dernières obtiennent un nombre plus important de mentions que les garçons, c'est bien de le dire, on comptait seulement 10% de filles à l'université qui sont dans les cursus d'informatique. Donc, c'est vraiment nécessaire de poursuivre, d'accentuer les politiques visant à augmenter la diversité des milieux de recrutement, favoriser un changement des environnements de travail marqués parfois par les discriminations, le harcèlement sexuel et des harcèlements discriminatoires. Certaines associations mènent un travail intéressant en cette matière. J'aurais envie juste de citer Girls Can Code. Et la formation au métier du numérique pour les femmes en particulier devrait faire partie des priorités. Je vous invite d'ailleurs aussi à lire le Pacte pour une intelligence artificielle égalitaire entre les femmes et les hommes qui a été publié récemment par le laboratoire de l'égalité, qui est un des membres de notre comité d'entente égalité femmes-hommes. Et il invite les organisations, entreprises publiques, privées, syndicats, associations à se mobiliser justement pour créer une intelligence artificielle éthique, responsable et égalitaire femmes-hommes. Mais la diversité, ce n'est pas en soi simplement un gage de non-discrimination. L'ambiance de travail, quand même, il y a des femmes dedans masculines, elle est propice, elle, aux discriminations. Il faut ouvrir ces métiers à une appréhension du monde plus globale. Et par ailleurs, les discriminations ne sont pas simplement femmes-hommes. Est-ce qu'il faut aussi des personnes en situation de handicap dans les équipes de développeurs pour s'assurer que les personnes en situation de handicap ne seront pas discriminées? L'attention au sujet doit donc dépasser le paradigme de la diversité des réponses simplistes. Elle doit être une préoccupation de tous, hommes, femmes. Et on peut d'ailleurs quand même, heureusement, avoir des hommes qui sont sensibles aussi à cette question-là. Alors, cette mobilisation extensive des algorithmes constituerait une véritable bombe à retardement au regard des enjeux d'égalité. C'est Cathy O'Neil, qui est mathématicienne et data scientist américaine, qui nous le dit. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément quels risques
les algorithmes font peser sur nos droits et libertés fondamentaux? Je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'ils sont multiples et que jusqu'à présent, nos travaux, en fait, ils ont essentiellement porté sur les questions de non-discrimination puisque ça fait partie de nos missions et de nos compétences, je vous l'ai dit au début, et qu'on sait bien que les algorithmes, ils peuvent engendrer des situations discriminatoires dans l'accès à l'emploi, on l'a bien vu, le crédit, le logement, la santé. Les situations sont à la fois vastes et nombreuses. Mais d'autres droits sont aussi concernés. Comme l'Agence européenne de protection des droits fondamentaux le soulignait récemment, l'intelligence artificielle peut avoir une incidence sur la vie privée et la protection des données ou entraver d'ailleurs l'action de la justice. On va prendre l'exemple de la reconnaissance faciale en temps réel. Cette technologie, elle permet de scanner les visages d'une multitude d'individus dans une foule, de les comparer à une liste de personnes recherchées afin d'identifier si l'une de ces personnes se trouvait dans le champ de la caméra. Et l'utilisation de cette technologie, elle peut entraîner de graves violations du droit au respect de la vie privée comme du droit à la protection des données. Et elle peut également, comme l'a souligné l'ancien rapporteur spécial de l'ONU, David Kaye, avoir un effet dissuasif dans l'exercice de certains droits fondamentaux, comme tout simplement la liberté de manifester. Si vous savez que vous êtes filmé, que vous risquez d'être reconnu, vous n'avez pas forcément envie d'être présent, ou aussi sur la liberté d'expression. Et le droit à la non-discrimination est également concerné au premier plan, puisque ces systèmes commettent régulièrement des erreurs. Et ça, il faut en avoir conscience s'agissant des personnes non blanches. Aux États-Unis, je vous donne juste un exemple, 3 hommes noirs ont déjà été placés en détention suite aux erreurs des systèmes de reconnaissance faciale, et ça, pendant plusieurs mois. Alors, comment expliquer pourquoi il y a si peu de recours de la part des victimes, puisque, d'après tout ce que vous nous expliquez, il y a de nombreuses discriminations? Et alors, franchement, d'abord, identifier les discriminations, c'est pas facile. Moi, je suis déjà frappée de ce qu'on est peu saisi, nous, en termes de discrimination en général, parce que c'est quelque chose de compliqué. Et alors, quand en plus celui-ci, cette discrimination, elle est le fruit d'un système qui est auto-apprenant, c'est franchement compliqué. Donc, c'est pas très étonnant qu'il y ait peu de recours. Et en plus, les discriminations, elles peuvent se produire pour plusieurs raisons, à de nombreux niveaux. On l'a bien vu dans ce que j'ai dit tout à l'heure dans le système d'intelligence artificielle. Et les biais des algorithmes sont également difficiles à détecter, en particulier lorsque les entreprises opposent aux personnes cherchant des explications la nécessité de protéger le secret des affaires. Et ça, c'est une grosse partie qui rend encore plus difficile la question de la preuve de la discrimination. L'omission régulière d'ailleurs d'un certain groupe de personnes dans les bases d'apprentissage des algorithmes, du fait de leur situation en particulier, fait que ces personnes sont mal représentées, mal prises en compte dans les résultats des décisions automatisées. Et cet état de fait peut typiquement aboutir à des situations finalement de discrimination. Et détecter ce genre d'omission, c'est pas facile. Et pour agir et saisir mon institution, il faudrait encore que les personnes concernées, elles sachent qu'elles ont fait l'objet de traitements discriminatoires. Et elles ne savent pas toujours, et de temps en temps, c'est impossible. Certaines situations de discrimination nous échappent à nous, on n'est pas forcément au courant. Et c'est pourquoi, en juin dernier, avec nos homologues du réseau Equinet, nous invitons à une prise de conscience nationale sur le sujet afin que les individus qui le souhaitent puissent nous alerter lorsqu'ils rencontrent ce type de situation. Et je voulais vous dire aussi que du coup, ces nouveaux défis, ça entraîne d'importants changements pour nous au sein de l'institution. D'abord dans notre façon de travailler. Il faut nous-mêmes adopter une nouvelle démarche qui soit beaucoup plus pluridisciplinaire. Il faut aussi définir de nouveaux éléments qui sont nécessaires à nos procédures d'instruction. Il faut former nos agents à ces problématiques. Ça implique aussi des changements dans l'exercice de mon rôle de vigie des droits et des libertés individuelles. Et outre la difficulté liée à leur identification, le problème du non-recours des victimes de discrimination, ce sur quoi je travaille au quotidien, encore plus prégnant s'agissant de discrimination automatisée. Voilà, on comprend bien que c'est déjà pas simple en temps normal de prouver la discrimination et de nous saisir. C'est encore plus compliqué quand on ne sait même pas qu'on est forcément victime d'un système d'algorithme qui est discriminant. Alors justement, existe-t-il un droit à l'information de l'usager? Et qu'en est-il du contrôle de ces systèmes algorithmiques? Alors, ces systèmes algorithmiques sont quand même encadrés par plusieurs textes de loi et de règlements en France. Je vais les citer. Il y a essentiellement du droit des données à caractère personnel avec le RGPD. Il y a la loi informatique et liberté de 1978. Il s'agit également de la loi pour une république numérique de 2016, qui est notamment venue inscrire certaines obligations de transparence dans le code des relations entre le public et les administrations.
Et pourtant, hormis l'obligation de mener une analyse d'impact relative à la protection des données qui a été prévue par l'article 35 du RGPD et applicable uniquement aux traitements susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés, en fait, il n'existe aujourd'hui aucune obligation spécifique pour les concepteurs d'algorithmes de rendre compte de l'absence de biais discriminatoires des technologies qu'ils déploient sur le marché. Et on se dit, nous, et c'est une de nos demandes, que ce type d'obligation pourrait figurer dans le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle que la Commission européenne doit publier dans les prochaines semaines, et on va être excessivement attentif justement à ce qui peut être dit. Et s'agissant du droit à l'information et à la transparence des personnes concernées, en France, il existe des différences majeures dans les obligations de transparence, en fait, selon qu'un système algorithmique est déployé par le secteur privé ou par le secteur public. Je vais d'abord vous dire, dans le secteur public, le droit français prévoit pour les administrations l'obligation d'informer explicitement les administrés lorsqu'elles prennent des décisions administratives individuelles sur le fondement d'un traitement algorithmique. Les administrés qui en font la demande sont en droit d'obtenir certaines informations déterminantes, comme le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de la décision, ou encore les paramètres de traitement et leur pondération appliqués à leur situation. La seule limitation de l'exercice de ce droit est celle de l'atteinte au secret protégé par la loi. Le principe est donc celui de la communication, de la transparence, et ces exigences, vous allez le voir, dépassent nettement celles qui gouvernent le secteur privé. Dans le secteur privé, donc, outre certaines dispositions limitées du Code de commerce, les obligations de transparence des entreprises se limitent au traitement des données à caractère personnel et donc au cadre juridique du RGPD. Or, les dispositions de ce texte, et en particulier l'article 22 sur la prise de décision individuelle automatisée, nécessitent une interprétation plus concrète par les tribunaux pour en mesurer sa portée. Et en fait, aujourd'hui, le plus souvent, les personnes concernées se heurtent à une opacité lorsqu'elles réclament des explications que les entreprises justifient par la nécessité de protéger le secret des affaires ou la propriété intellectuelle, et donc elles n'ont jamais les informations. Et du coup, on se dit qu'on pourrait se poser la question de l'opportunité finalement d'aligner ces deux régimes de transparence afin de mieux prendre en compte les situations. Sur le cadre légal, pensez-vous qu'il soit nécessaire d'inscrire une nouvelle catégorie de droits fondamentaux numériques? Ouais. Très franchement, non, parce que qu'ils soient numériques ou non, les droits fondamentaux sont de même nature. Hein. Le numérique, c'est pas un monde à part où les droits et obligations ne s'appliquent pas. Et la notion de droits fondamentaux numériques, elle ne nous semble pas du coup très appropriée. Et d'ailleurs, ce que certains ont quand même tendance à oublier, c'est que le principe de non-discrimination, comme tous les droits fondamentaux, s'applique pleinement. Quand bien même une solution technologique faciliterait la vie d'une écrasante majorité de personnes, les situations discriminatoires qu'elles peuvent engendrer pour un faible pourcentage d'individus n'en est pas moins sanctionnable. Et du coup, davantage que de nouveaux droits, il faudrait plutôt appliquer les droits fondamentaux existants, renforcer certaines obligations comme le fait de maintenir une certaine forme de transparence, ce que je disais tout à l'heure, d'explicabilité de ces technologies, et tout en facilitant aussi l'exercice du droit au recours pour des personnes qui sont victimes de discrimination. Et surtout, je pense que c'est ça qui est important, il s'agit de permettre l'émergence d'un véritable régime de responsabilité. Aujourd'hui, les algorithmes sont opaques. Il est régulièrement difficile de savoir qui a pris la décision, ayant abouti à une situation discriminatoire pour établir le lien de causalité. L'obligation imposée aux concepteurs d'effectuer, ce que je vous disais tout à l'heure, des études d'impact, c'est vraiment le début d'une réponse à la question que vous me posiez. Très bien, merci. Est-ce que le défenseur mène des actions de prévention spécifiques? Oui, le défenseur des droits attire l'attention des pouvoirs publics sur ces questions. On sensibilise les acteurs au niveau national comme européen. On dialogue avec nos homologues européens. Mais ce n'est pas nous qui menons directement des actions de prévention et qui ne peuvent être portées du coup que par les acteurs. En revanche, on travaille à les outiller comme on a fait avec notre grille sur le recrutement et le numérique. Nos travaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont abouti à un séminaire qui a été organisé conjointement avec la CNIL en mai dernier pour sensibiliser justement sur cette notion d'automatisation des discriminations, et ça a donné lieu à quelques recommandations que je peux vous donner. L'une de nos priorités aux actions de formation, de sensibilisation du tissu associatif afin que les associations soient outillées en mesure de faire remonter les situations discriminatoires. On travaille également à la formation et à la sensibilisation de nos agents sur ces questions. Et d'autre part, les autorités chargées de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité doivent collaborer avec d'autres acteurs pour lutter contre ces biais discriminatoires des algorithmes.
Juste un dernier mot, on s'est aussi rapproché de plusieurs chercheurs du monde académique pour approfondir nos réflexions. Et au niveau européen, au-delà des travaux que nous menons avec nos homologues chargés de la lutte contre les discriminations au sein du réseau Equinet, on est en lien avec la commissaire aux droits de l'homme qui a produit un avis sur ce sujet, aussi avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe avec lequel on organise la formation que j'ai évoquée précédemment. Et enfin, on collabore aussi avec l'Agence européenne de protection des droits fondamentaux. Donc oui, on essaye d'agir, mais vous avez compris, voilà, l'ampleur est large, vaste et pas facile à appréhender. Cette recommandation, elle a été déposée auprès des pouvoirs publics? Oui, alors en fait, à chaque fois, quand on voit l'exemple de Parcoursup, on s'adresse à la ministre et on fait quelques préconisations. Dès qu'il y a des projets de loi sur ces questions, nous rendons aussi des avis, on répond aux questions qu'on nous pose. Et vous voyez bien que sur cette question-là, il y a de la formation à faire. Il y a de la formation de l'information et de la méconnaissance sur ce sujet qui n'est pas simple. Il y a aussi une sensibilisation des acteurs du monde politique. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'il est toujours compliqué, mais dans les discriminations, pas simplement sur la question des algorithmes, c'est que très souvent les gens disent mais en gros, j'ai pas voulu être sexiste ou j'ai pas voulu être raciste, mais de fait, la situation qui est créée génère de la discrimination. Et ça, c'est difficile parce que d'abord, je pense qu'il y a une partie de discrimination qui est relativement inconsciente. Et alors, en plus, dans les algorithmes, derrière, elle est très largement amplifiée. Donc, vous appelez à cette prise de conscience je pense qu'il y a une collective qui doit venir au premier chef des... Et vous voyez, par exemple, sur Parcoursup, on nous a beaucoup invoqué, ben non, c'est de la liberté des universités ou autres, ils ne peuvent pas dévoiler tout leur système, tous leurs algorithmes. Ben oui, mais il peut y avoir quand même toujours un soupçon discriminant. Donc, prise de conscience, transparence. Merci Claire Hédon. Nous allons prendre, si vous le voulez bien, quelques questions d'auditeurs. Alors, une question relative à la compétence justement du défenseur des droits pour faire cesser une situation de discrimination liée à un traitement algorithmique. Comment est-ce que vous intervenez? Comment est-ce que ça se passe? Quoi qu'on vous a saisi, d'abord, comment on vous saisit? Alors, on nous saisit de façon très facile, soit via le site internet, soit via le téléphone, soit à travers nos délégués territoriaux et par courrier, il n'y a même pas besoin de timbrer. Voilà, donc c'est assez facile de nous saisir. Et après, on instruit les réclamations qu'on reçoit et on a un large pouvoir d'enquête. Et ça, c'est important. On a droit à la communication d'informations et de documents. On a un pouvoir d'audition, c'est-à-dire d'entendre les différentes parties. On a un pouvoir aussi de procéder à des testings. Et ça, sur les discriminations, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et on peut procéder aussi à des vérifications sur place. Je vais vous lire juste l'article 12 de la loi organique du 29 mars 2011 qui est relatif aux défenseurs des droits. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés. Ce genre de petits articles dans les courriers qu'on peut envoyer, ça nous arrive de le rappeler quand on n'a pas de réponse aux questions qu'on pose. Voilà. D'accord, donc on a un pouvoir d'investigation important. Et ensuite, quelle réponse à la personne? Alors après, oui, c'est ça. L'issue de la réclamation, hypothèse 1, je prends les discriminations. Ça ne peut pas être établi, ça arrive quand même. Dans ces cas-là, on clôt le dossier et l'information du réclamant et on lui explique les motifs de la clôture et éventuellement ça nous arrive de réorienter vers des organismes compétents. Hypothèse 2, la discrimination est établie. Alors là, on fait des recommandations à la fois individuelles et générales. On peut présenter aussi des observations devant une juridiction. On peut faire une transaction civile, une transaction pénale et on peut transmettre le dossier aussi au procureur. Voilà la façon dont on procède en général. Mais donc, vous l'expliquiez, très peu de réclamations sur ce type de discrimination. Sur les discriminations, alors sur celle-là, algorithmique, oui, voilà, mais même de façon générale, si on prend l'année 2020, sur 100 000 réclamations qu'on peut avoir, en fait, on n'en a que 6 000 sur les questions de discrimination. C'est évidemment pas... C'est plutôt quel type de discrimination? Alors, majoritairement, la question du handicap, mais après vient l'origine. Et si on ajoute origine, adresse, nom, on arrive aussi
partie importante. Mais c'est intéressant parce que c'est pas du tout révélateur de l'état des discriminations dans notre pays. Ça prouve bien que c'est pas simple. Je pense qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas idée, qui peuvent nous saisir. Hein. Je pense que ça, c'est sans aucun doute. Que les gens se disent très vite, c'est trop compliqué. Se disent trop vite, j'ai pas les preuves. Et ça, on dit beaucoup, laissez-nous vous dire, on arrivera peut-être à la même conclusion que vous, qu'il n'y a pas suffisamment de preuves et qu'on ne peut rien faire. Mais c'est pas à vous de le savoir. On a des juristes qui sont spécialisés là-dedans et qui voient des preuves dans lesquelles nous, on ne le verrait pas. Voilà, forcément. C'est vraiment important. Saisissez-nous. Enfin, c'est un des messages qu'on veut faire passer. Et sur la question des algorithmes, oui, on en a très peu. Je vous ai cité Parcoursup. D'où cette plateforme pour inciter peut-être les victimes à se faire connaître. Oui. Et puis je vous dis, un des problèmes sur l'algorithme, c'est que les gens ne se rendent même pas forcément compte qu'ils sont discriminés. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs un des principaux problèmes. Et pour ça, il faut plus de transparence. Et je trouve que voilà, ce qu'on réclame et que fait déjà le Canada, donc vraiment, c'est que c'est faisable, c'est ces études d'impact avant et pendant me paraissent assez indispensables. Et je trouve que la comparaison avec le médicament est assez intéressante. On fait sur le médicament avant, pendant, après. Voilà. Donc ça, c'est donc pareil de la conception. On l'a dit, il y a très peu de contentieux, très peu de jurisprudence en France. Est-ce qu'il y a déjà des jurisprudences européennes sur le sujet? Alors oui, il y a eu en 2020, il y a eu un algorithme qui a été déployé aux Pays-Bas pour détecter la fraude aux prestations sociales. Vous avez peut-être entendu parler parce qu'on en a parlé dans la presse. Et on a bien vu comment cet algorithme peut devenir excessivement discriminatoire et on peut même dire dangereuse parce qu'en fait, cet algorithme, il visait que les quartiers défavorisés. Et c'était en ça qu'il était discriminatoire et c'est un jugement du tribunal de La Haye en 2020. On peut vous mettre après, si vous voulez, les références pour aller retrouver ce jugement. Très bien, si ça intéresse donc nos... Je trouve qu'il est très intéressant. Ah, oui. Très bien, aux Pays-Bas donc. Alors, une autre question qui s'attache aux discriminations, cette fois-ci dans le cadre de décisions de justice qui seraient rendues donc avec des outils algorithmiques, ce qu'on appelle la justice prédictive. Est-ce que des discriminations sont possibles à ce niveau-là? Il y a un risque de ne pas prendre en compte les situations particulières. Et je vous donnerai qu'un exemple sur une personne du coup en situation de handicap. La situation n'est pas la même, l'impact ne peut pas être la même. Et du coup, on voit bien que cette justice prédictive, elle ne marcherait pas dans ce genre de situation et du coup peut devenir discriminante pour la personne, par exemple, en situation de handicap. Alors justement, dans cette mise en place de ces outils de justice prédictive, qu'est-ce que vous recommandez? De la même manière, de la transparence? Oui, alors d'abord de la transparence, de l'intervention de l'humain quand même, c'est-à-dire à un moment, il faut pouvoir corriger les biais de l'algorithme. Et vraiment, je vous redis, étude d'impact avant et pendant. Je crois que ce point-là est essentiel et tout ça passe par la formation. Je suis assez persuadée, si je vous reprends l'exemple des critères d'embauche d'informaticiens, je pense que c'est même inconscient du fait que l'algorithme peut être complètement peut devenir discriminant. Donc il y a vraiment pour moi un gros travail d'information et de prise de conscience. Voilà. Vous avez encore d'autres questions, c'est ça ou pas? Alors, je vais vous poser peut-être une dernière question sur Du coup, ça me permet de dire que j'ai à côté de moi Georges Paul-Angevin, qui est l'adjointe en charge de la lutte contre les discriminations et qui nous a donc rejoint pour travailler sur toutes ces questions sur lesquelles elle avait déjà travaillé avant. Vous parliez tout à l'heure d'un changement de paradigme pour l'institution dans votre approche de ces questions que vous avez mis en place. C'est justement toute cette question de la formation de nos agents. On voit bien que cette question, elle est en train de monter, qu'on a aussi besoin de former en interne. Et donc, il y a tout un travail que nous faisons. Et vraiment, du coup, ça me permet de redire un mot sur la plateforme antidiscrimination. On sent qu'il faut qu'on soit plus visible sur ce qu'on fait en termes de lutte contre les discriminations. Parce que je me dis que dans le grand public, les gens ne voient pas forcément exactement la défense des droits avec la lutte contre les discriminations. Et du coup,
cette plateforme antidiscrimination.fr peut être une bonne porte d'entrée pour que les gens victimes de discrimination puissent nous contacter. Et même si dans le grand public, voilà, il y a des gens qu'on va réorienter parce que ce sera plutôt des propos racistes ou haineux. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas dans notre compétence, parce qu'on a vraiment la compétence de lutte contre les discriminations. Mais on sent qu'il y a, voilà, il y a de l'information à faire sur ces questions-là. Et de la pédagogie. Oui, beaucoup de pédagogie. Et du coup, je vais vous dire juste un petit mot là-dessus, c'est que on a tout un travail avec nos jeunes ambassadeurs des droits qui sont des jeunes en service civique et qui vont dans les écoles former principalement sur la Convention internationale des droits de l'enfant, mais de façon aussi, certains sont spécialisés dans les questions de discrimination. Et je pense qu'il y a toute une éducation à faire dans le système scolaire sur ces questions-là pour former le plus tôt possible d'abord au droit, voilà, et ensuite à la question de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Alors, je prends une toute dernière question, si vous le voulez bien. Donc, vous avez parlé des études d'impact et nous avons une personne qui nous demande, donc certes, ces études s'avéreront utiles, mais au-delà de ces outils, quelles mesures concrètes pourriez-vous proposer pour qu'un individu puisse connaître les critères sous-jacents des algorithmes des sociétés privées? Oui, je veux bien parler on leur oppose le secret des affaires. Donc, comment faire? Alors, nous saisir. Non, mais de façon très simple, nous saisir, parce que nos pouvoirs devraient nous permettre d'obtenir des informations, nos pouvoirs d'investigation, d'obtenir des informations, peut-être pas toutes, hein, on a bien vu à quel moment on peut nous aussi, je dirais, se casser le nez, mais il y a des informations qu'on peut avoir, donc vraiment le conseil, c'est de nous saisir. Vous allez sur le site internet, vous verrez bien le formulaire pour nous saisir, et allez-y, parce que en plus, vous voyez bien que ça nous intéresse, qu'on n'est pas assez saisi sur ces questions, et c'est comme ça aussi qu'on peut faire avancer les choses. Parce qu'on a du mal, en fait, finalement, à voir l'ampleur de ces discriminations via les algorithmes. Et donc, pour ça, on a besoin d'être saisi, hein. Nous, notre savoir, nos connaissances s'appuient sur nos saisines. Vous citiez la différence entre le secteur public et privé. Donc, dans vos investigations, voilà, vous notez cette… oui, parce qu'on s'est parlé du secret des affaires, donc il ne peut pas vous être opposé dans le secteur public. Oui, si comment vous dire, tout dépend. Mais voilà, mais moins, et vraiment, enfin, l'éternelle chose, c'est vraiment de nous saisir, hein, dans ce genre de situation. Très bien, mais écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce club. Je vous remercie donc pour ces échanges. Je remercie les auditeurs de nous avoir suivis. Ils étaient nombreux, je crois, c'est ça? Ils étaient nombreux. C'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet émergent dont de nombreux juristes se saisissent. Je vous invite à retrouver le replay de cette émission sur notre chaîne YouTube LexisNexis France et toutes nos informations sur le site web, et puis de vous rendre évidemment sur le site du Défenseur des droits. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à bientôt pour un prochain webinaire. Très bonne soirée. Merci.